Eh bien, au début, quand j'ai commencé à écrire ce récit, j'ai voulu parler de mon père, donc j'ai parlé de lui à la troisième personne. Et puis, à mesure que j'avançais dans ce récit, je trouvais que ça sonnait faux. Ça sonnait comme un roman en réalité. Alors, ça aurait pu être très bien, il y avait un effet de distanciation, mais je ne sais pas pourquoi, je trouvais que ça ne me convenait pas. Alors, je ne pouvais pas avancer la moindre raison, mais. Et puis, euh, et puis j'ai pensé à. Alors, bon, toute proportion gardée, évidemment, hein, il faut bien. J'ai pensé à Kafka, j'ai pensé à la lettre au père. Et moi, l'orphelin, maintenant un peu vieux, ce vieil orphelin que je suis, mais qui restait un petit garçon, parce que quand on est orphelin de père, on reste éternellement un petit garçon, hein, je crois. Euh, et donc je me suis dit, mais bon, pourquoi tu t'adresses pas à lui, tout simplement? Bon, pourtant, je suis un mécréant, je ne crois pas du tout à une vie post-mortem ni quoi que ce soit, mais alors j'ai repris mes pages, voilà, j'ai enlevé le il, je l'ai mis par tu. Et je trouvais que c'était beaucoup plus vivant, beaucoup plus percutant, beaucoup plus vrai, quoi, beaucoup plus authentique. Euh, et voilà, j'ai rédigé ça comme une sorte de lettre au père, une apostrophe, enfin une adresse au père, voilà. Et bien justement, autour ça, de l'objet du livre, parce qu'il y est mêlé aussi votre biographie à vous, Hmm. en plus de la biographie de votre père et de sa mort. Quel est l'objet? Parce qu'on passe des passions amoureuses de votre père au début, jusqu'aux passions amoureuses qui sont les vôtres à la fin. Quel est l'objet du livre? Eh bien, l'objet du livre, c'est de prendre à témoin mon père d'une vie qu'il n'a pas pu voir ou dont il n'a pas pu être le témoin, c'est-à-dire ma propre vie, et tout en lui montrant que je suis quand même, malgré le fait que je ne l'ai pas connu, que je sais quand même quelle a été sa vie à lui. Donc c'est une sorte d'entretien artificiel, évidemment, mais je dis, ah bon, mais tu vois, je me souviens que tu as vécu comme ça, en rencontrant telle personne, je sais quelle a été ta vie amoureuse, euh, ta vie sentimentale. Ben tiens, je te fais part aussi de la mienne. Parce que l'autre idée aussi qui m'a un peu hanté pendant cette écriture, c'était celle de, comment dire ça, celle de, c'est une idée étrange, c'est-à-dire que aujourd'hui, si mon père, si Dieu dans ses facéties avait l'idée de ressusciter mon père à l'âge où il est mort, c'est-à-dire à 48 ans, c'est jeune, hein, 48 ans. Bon, vous êtes très jeune, donc vous n'en rendez pas compte, mais pour vous, 48 ans, c'est vieux. Mais alors, si Dieu ressuscitait mon père à l'âge où il est mort, à 48 ans, aujourd'hui, je serais plus vieux que lui. J'aurais Ah, affaire à un jeune homme hmm. par rapport à moi. Parce que- Enfin, pas un jeune, pas si jeune que ça, mais on aurait quoi, oui, 10 ans d'écart, quoi. 10 ans d'écart. C'est très étrange comme idée de devoir parler à son père alors qu'il est plus plus jeune. jeune. Hmm, hmm. Donc, tout ça s'est un peu mélangé dans mon esprit et j'ai tenté de faire quelque chose d'assez simple pour ne pas embrouiller le lecteur. Alors, le tutoiement, l'adresse directe au disparu, et puis le prendre à témoin de ce qui m'est arrivé, un peu rattraper le temps perdu. Parce qu'au fond, un roman, c'est toujours Proust avait bien trouvé c'est la recherche du temps perdu. On n'a pas trouvé de meilleur titre pour un roman. Pourquoi? Parce que c'est en principe le titre qu'il faut pour tous les romans. Tous les romans devraient s'appeler À la recherche du temps perdu. Elle, euh, Elle se produit à la faveur d'un événement crucial dans la vie d'un individu. Bon, ça peut être un deuil, ça peut être aussi un exil, ça peut être un changement de domicile, ça peut être, j'en sais rien, moi, il y a 1000 événements qui peuvent arriver dans l'existence, mais pour un individu, c'est un événement qui fait en sorte que sa vie, qu'il vivait sans aucun retour sur elle-même, tout d'un coup se pense elle-même, cette vie-là. Euh, et
c'est pas qu'on se regarde vivre, c'est qu'on vit tout en pensant qu'on vit. Et là, ça change tout. Enfin, c'est peut-être ce qu'on appelle la philosophie, tout simplement. Qu'est-ce que la philosophie? C'est une vie qui se pense. C'est la vie qui se pense. Mais elle se pense à la faveur d'un événement qui fait qu'on bascule d'une sorte, pas d'inconscience, je suis pas sûr que ce soit, d'insouciance. Et la philosophie, c'est la vie qui prend, tout à coup, qui se soucie d'elle-même. Voilà. Et justement, alors, pardon, je réponds à la deuxième partie de votre question, excusez-moi. Est-ce qu'il existe des vies non biographiques? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je crois que tôt ou tard, toute vie se soucie d'elle-même. Toute existence se soucie d'elle-même. Avec plus ou moins de profondeur, plus ou moins d'assiduité. Mais oui, je crois que oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui évoque le rikiki, d'après vous? Pas dans le livre, non. Bon. Et ma personne. Ah, mais je la connais pas. Bon, très bien. Non, ce que j'appelle le rikiki, c'est peut-être une façon d'abdiquer certains désirs, certains choix que l'on a eus dans l'existence. Alors je ne suis pas non plus un philosophe ou un partisan de la liberté, je n'y crois pas beaucoup. Mais je crois qu'il y a en nous des orientations assez lourdes et il arrive que certains individus renoncent à certaines orientations et c'est ce que j'appelle le rikiki. Au fond, ce sont des gens qui ont reculé devant appelons ça des choix pour faire simple. Et j'avais autour de moi, dans ma famille, des gens qui me semblaient relever de cette catégorie philosophique que j'ai mise au point, que j'appelle le rikiki, c'est-à-dire une espèce de rétrécissement du désir, rétrécissement de la vie, s'accommoder de ce qu'il y a de plus facile finalement, parce que faire autre chose eût demandé peut-être un peu plus de courage, un peu plus de détermination, un peu plus allez, tant pis pour le mot, il semble peut-être un peu ronflant, mais peut-être un peu plus de noblesse. Alors, là, vous me renvoyez un peu à ce dilemme ou à cette question montaignienne de Montaigne que philosopher, c'est apprendre à vivre et à mourir, etc. Je crois que alors, on a très mal compris Montaigne. Moi qui suis montagnien et qui ai lu Montaigne de près, en fait, ce qu'il veut dire, c'est tout l'inverse. Pas le contraire, mais l'inverse. C'est-à-dire que c'est vivre qui apprend à philosopher. C'est l'approche de la mort qui apprend à philosopher. Mais encore une fois, pas vivre n'importe comment, vivre en regardant de la manière dont on vit. Non pas, quand je dis regarder la manière dont on vit, encore une fois, c'est pas le prendre regarder le nombril, hein, c'est pas ça, mais regarder les choix que l'on fait, se dire, bon, voyons, de temps en temps, faire des bilans, etc. Mais c'est l'existence qui vous pousse à être un philosophe. Ça ne veut pas dire être un bon philosophe, ça veut dire écrire des livres de philosophie, ce n'est pas forcément... On peut très bien être philosophe sans écrire des livres de philosophie. Après tout, la philosophie commence par l'exemple même d'un homme qui était un grand philosophe, mais qui n'a pas écrit une ligne. Je veux parler de Socrate, évidemment. Et parce que la vie est cruelle. Hein. C'est une fidélité. La vie est cruelle. Je vais faire le cuistre un peu, mais vous savez bien qu'en latin, la cruauté et la crudité, c'est la même chose. Hein, crudelis, ça veut dire la même chose. C'est dur à avaler, quoi. Ouais, c'est indigeste. La vie est indigeste. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore rendu compte parce que vous êtes un peu jeune, mais je vous garantis que la vie est indigeste et qu'elle tient ses promesses de cruauté. Je vous le garantis. Et la mort n'oublie personne.